Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny du journal Liggy. Bonjour Fanny. Salut Audrey. Comment tu vas aujourd'hui ? C'est assez agréable d'être de l'autre côté de la barrière. Oui, c'est vrai que pour une fois c'est pas mal. C'est moi qui t'interviewe. Toi tu as un podcast également, donc le journal Liggy. Donc ça fait plaisir de recevoir une autre podcasteuse. Podcasteuse. Ça va être compliqué avec les mots pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui par contre, je reçois pas spécialement la podcasteuse, je reçois la propriétaire de chevaux et la personne qui accompagne les futurs propriétaires de chevaux. Super, c'est une bonne intro ça. C'est une bonne intro, t'as vu ? Ça me plaît. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter en fait ta jument assez rapidement et comment est-ce qu'elle est rentrée dans ta vie ? Yes. Alors Iggy, c'est une jument ONC, donc origine non constatée. Cocktail des prés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est le papa. Donc typiquement, c'est des chevaux qui se gèrent tout seuls en troupeau, et puis il y en a un qui passe par là, et voilà. Tadam, Iggy. Voilà, padam. Sa maman est apparemment arrivée donc pleine dans l'élevage où Iggy est né, qui était un élevage de chevaux pour la viande. Voilà, c'est un petit peu particulier. Et du coup, comme c'était pas du tout des demi-traits, typiquement elles ont été écartées, elles sont restées dans le troupeau. Iggy a priori grandi en troupeau jusqu'à ses 2 ans, mais voilà, il n'était pas question qu'elle soit utilisée pour le circuit de la viande. Donc moi je l'ai rencontrée à 3 ans dans une pension de valorisation. Et ça faisait à peu près 1 an qu'elle était là, et il y avait première base du prédébourrage qui avait été posée, quoi. Et aujourd'hui, quel âge a Iggy ? Iggy a 5 ans aujourd'hui. Voilà, c'est une petite jument noire. Oh, c'est l'anniversaire de Non, pas Iggy ? aujourd'hui, pile poil, mais au mois de septembre. Elle a j'ai 5 cru. ans. Non. Fausse joie. Oh mince, je voulais lui souhaiter bon anniversaire. Non, mais ça fait 2 ans du coup qu'elle m'a rejoint. C'était début septembre 2021. Je l'ai rencontrée en juillet 2021 et pour des choix de logistique, je l'ai laissée en fait là où elle était jusqu'à ce que la place que j'avais réservée en pré en fait se libère. Donc ça, c'est le début de vie d'Iggy jusqu'à ce qu'elle te rencontre ? Exactement. Et toi, ton début de vie, j'allais dire de propriétaire, mais de cavalière qui recherche un cheval, comment ça s'est passé jusqu'à la rencontre avec Iggy ? Alors c'est assez simple. Ma mère m'a mis sur un poney à 2 ans et demi pour une balade. J'ai trouvé ça génial apparemment. Du coup, à chaque fois qu'on allait dans un parc où il y avait des poneys, elle était bonne pour une balade. À 7 ans, elle m'a inscrit au poney club. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai eu une carrière, c'est pas vraiment une carrière. J'ai eu un parcours classique de cavalière de club qui passe ses galops, qui sort en concours le week-end un petit peu. Et puis j'ai fait une grande pause quand même, faut se le dire. Et à un moment donné, j'en ai eu un petit peu ma claque du train-train de poney club. J'avais pas les moyens d'avoir mon cheval à ce moment-là. J'avais 1 ou 2 DP qui s'étaient pas forcément bien passés. Et du coup, études supérieures, tout ça, j'arrête. J'ai fait ensuite beaucoup de rando. Et il y a 6-7 ans, je me suis remis au cheval avec l'objectif effectivement de devenir propriétaire. Donc d'abord en club, j'ai pris ensuite une DP de club, mais que je montais 2-3 fois par semaine. Et au moment du Covid à peu près, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'attends ? Tu vois, cette espèce de révélation qu'on a tous eue, tu vois, pendant le Covid, genre, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ? Et voilà, moi je me suis dit, mais pourquoi en fait j'attends ? Qu'est-ce que j'attends ? Finalement, aujourd'hui, je suis en forme, je suis en pleine possession de mes moyens. C'est le meilleur moment pour avoir un cheval, en fait. C'est pas quand je serai vieille et fatiguée, quoi. Donc voilà. Alors, la petite nuance, c'est que quand j'ai repris l'équitation en étant adulte, entre guillemets, très vite, en parallèle du poney club, je me suis quand même mis à chercher de mon côté
comment dire, à me renseigner en fait sur d'autres formes de pratiques que juste ce que l'on m'apprenait au centre équestre. Donc j'ai commencé à faire des stages à côté, d'équitation western par exemple, j'ai fait des stages de travail à pied un petit peu, je suis allée voir pas mal de conférences, je suis allée voir des cliniques, bref, j'étais plutôt dans une recherche de quelle est l'équitation en fait avec laquelle je vais avoir envie de continuer d'évoluer et de grandir, surtout quand j'aurai mon cheval, voilà. Donc ça m'a pris quelques temps. Et puis après, voilà, comme je l'ai dit, il y a eu le Covid. Là, j'avais vraiment envie de prendre mon cheval. Ma DP de l'époque, clairement, j'avais pas les moyens de la racheter. Dommage. D'accord. Et ils te l'avaient proposé ? Non, ils me l'ont pas proposé, mais quand j'ai un peu tâté le terrain, je voyais bien que c'était pas du tout dans mon budget, tu vois. Voilà. Après ma DP, c'était un jeune cheval qui était plutôt apprécié dans le centre équestre dans lequel je montais. Ça faisait 2-3 ans qu'il était arrivé. On va dire qu'il était un peu au firmament, tu vois, de ce qu'il pouvait donner. Donc forcément, enfin, voilà, c'était pas un vieux cheval de club fatigué où ça aurait été, tu vois, cool pour eux qu'ils trouvent une bonne maison. C'était pas du tout ça. Je me souviens du premier jour où il est arrivé, tu vois, dans le centre équestre et 2 ans après, c'est devenu ma DP pendant 2 ans à peu près. Voilà. Donc son prix, c'était pas du tout mon budget. Il a fallu que je fasse un peu le deuil de me dire, ok, bah, va falloir que je trouve un cheval. Ce sera pas lui. Ce sera pas lui. Donc tu n'as pas eu comme beaucoup de personnes, t'as pas pris le cheval qui venait vers toi. Parce qu'on a quand même beaucoup comme ça qui achètent en fait un cheval qu'elles avaient en DP ou un cheval qui leur tombe dessus entre guillemets. Ouais. Bah j'aurais bien aimé, hein, mais c'était pas possible. C'était pas possible. Très, très rapidement, en fait, j'ai compris que moi, il allait falloir que je me mette en recherche. Et en fait, c'est ce qui m'a donné l'espace mental aussi de me dire, bah, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Ça fait 3-4 ans que je teste plein de choses, que je vais voir plein de pratiques. Donc là, si je pars d'une feuille blanche, moi, j'ai envie de faire quoi finalement ? Tu vois, c'est quoi mon projet, quoi ? Et petit à petit, s'est dessiné en fait l'envie d'avoir un cheval plutôt de loisir avec lequel j'allais justement pouvoir tester plusieurs disciplines en partant de travail à pied, en passant par le dressage, par l'équitation de travail. Finalement, un petit peu toutes ces pratiques qu'on fait pas vraiment au centre équestre, tu vois. Et qui pour autant, je trouve, sont intéressantes à apprendre parce que ce qui m'excitait, c'est le fait de avoir un jeune cheval avec la notion d'apprentissage, tu vois. Ouais. Ça m'intéressait. Oui, tu te considérais comme une page blanche dans le terme de propriétaire et tu voulais une page blanche. Ouais. Disons que j'avais envie de me dire l'apprentissage, les notions d'apprentissage. J'avais eu une chienne quelques temps avant, tu vois, tout ce parcours du show, de justement apprendre à apprendre, je trouvais ça hyper intéressant et c'est ça que j'avais envie pour construire ma relation, quoi. Et sur le point de départ, comme sur le fait d'apprendre de nouveaux skills, tu vois, de nouvelles disciplines, etc., etc. Autant pour toi que pour ton futur cheval. Exactement. Voilà. Je suis une personne assez curieuse qui peut s'ennuyer un peu vite, donc voilà. Et puis j'ai fait le deuil de ma carrière de grande cavalière, tu vois. C'est bon, c'est passé. C'est passé. Du coup, j'ai fait plusieurs essais. Et chacun de ces essais m'a appris beaucoup de choses. Voilà. J'ai d'abord testé des jeunes chevaux. Honnêtement, les 2-3 que j'ai essayés, à chaque fois, j'avais vraiment des déconvenues, on va dire, sur le soi-disant débourrage qui avait été fait sur ces chevaux-là. J'en ai eu un carrément arrivé avec la selle, il partait à l'autre bout de la carrière. Je pense que le signal était fort. Voilà. J'en avais une autre qui avait aucune réaction, mais limite pas assez de réaction, tu vois. Trop éteinte. Trop éteinte. J'en ai eu une autre qui était en fuite de ouf, c'est-à-dire que t'as une anguille sous les jambes et tu te dis ok, en fait là il y a rien d'acquis, il y a rien de confortable pour cette jument, je veux redescendre très très vite. Et par une voie normale. Voilà, c'est pas normal que pour 9 ans ce soit aussi inconfortable. Donc ça m'a fait poser beaucoup de questions. Au départ, c'était pas forcément le projet, moi, de débourrer moi-même, tu vois, parce que j'avais aussi conscience du fait que j'ai jamais fait ça et que peut-être que mon niveau... Enfin, peut-être que c'était un trop gros challenge, entre guillemets, de, tu vois, moi, déjà apprendre le travail à pied, puis faire apprendre le travail à pied à un cheval.
Mais force était de constater que avec mon budget, les chevaux que je voyais à cette époque-là, ça me faisait pas envie, quoi, tu vois. Ça ne collait pas avec ton budget, en tout cas. Tes envies ne collaient pas avec le budget. En fait, ce qui collait pas avec mon budget, c'était d'avoir un jeune cheval, visiblement bien débourré, bien dans ses baskets. Ok. Après, c'était une époque particulière, parce que c'était juste aussi après le Covid. Il n'y a pas eu beaucoup de chevaux après le Covid. Tu vois, il y a aussi un contexte de marché qui était que vraiment, il y avait très peu d'annonces, donc forcément, on était très nombreux, tu vois, dès qu'il y en avait une qui sortait. Et en plus, il y avait plus de demandes. Il y avait beaucoup de demandes, ce qui fait que aussi, il y a eu plein de fois, il y avait des chevaux qui étaient dans mon budget, qui, a priori, avaient des critères, tu vois, sur les annonces qui étaient dans ce que je recherchais, mais j'étais, entre guillemets, pas assez rapide, tu vois, où on était trop nombreux, donc... premier arrivé, premier servi. Oui, donc du coup... Donc là, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule et j'ai commencé à considérer effectivement d'aller peut-être chercher plutôt une 3 ans, tu vois, une 4 ans. Non débourrée. Non débourrée et de moi me faire accompagner sur le débourrage. Et pour aller sur ce projet-là, j'avais des attentes hyper précises sur la personnalité en fait du cheval que j'attendais. Dans le sens où c'est parfois pas toujours des questions qu'on se pose, mais moi honnêtement je sortais donc de 2 ans d'éducation avec une chienne assez haute en énergie, on va dire ça comme ça. On pourrait dire pas simple. Pas simple. Donc voilà, je savais que j'allais en fait mettre beaucoup de vigilance sur soit sur le choix d'une race ou en tout cas sur le choix d'un mélange où on a quelque chose de plutôt posé, curieux, attentif, mais pas trop rapide dans l'émotion, dans l'exubérance, etc., etc., quoi. En fait, je voulais que ce soit facile. C'est un peu bizarre, dit comme ça. Mais j'avais pas envie, tu vois, du projet où je me prouve quelque chose, où je fais un sauvetage, ou tu vois. J'avais besoin de quelque chose de facile. Tu voulais te faire plaisir, tu voulais avoir tes compétences, enfin tu voulais développer tes compétences, les compétences de ton futur cheval. Ouais. Mais autant que ça se fasse pas dans la douleur, quoi. C'est ça. Et puis, c'est ça, je cherchais plutôt une personnalité, tu vois, plutôt que vraiment des origines pures ou de l'expérience, quoi. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Iggy, finalement. C'est comme ça que t'as rencontré, du coup, Iggy en juillet 2021. Ouais, finalement, j'ai vu 2-3 poulains, entre 2 et 3 ans. J'ai vu un quarter, par exemple, tu vois, qui était, du coup, ça correspondait plutôt bien à mon projet. Mais ça n'a pas du tout fité avec la vendeuse, voilà, qui était un peu trop insistante à mon goût. Et j'avais un peu l'impression qu'il fallait que je reparte là tout de suite maintenant avec. Et moi, clairement, j'avais besoin de temps aussi, tu vois, pour pouvoir revenir, pour être sûre, quoi, de ne pas me faire un avis sur une visite de 20 minutes. Ouais, de revoir le cheval, enfin... Ouais, c'est ça, prendre le temps. On ne dit pas assez, mais en fait, il n'y a pas d'urgence en vrai. Hein. J'ai vu un petit pur sang arabe aussi, super, qui était top. Hein. Puis moi, les pur sang arabes, faut savoir que en général, c'est quand même des chevaux coup de cœur, tu vois. Et là, je me suis dit, même si elle a l'air très cool, quand même, c'est pas la race la plus simple, tu vois. En tout cas, c'est pas la race la connue pour être le plus calme et le moins exubérante du monde. Rappelle-toi ce que tu t'étais dit, Fanny. Voilà, pas trop d'énergie. C'est ça. Mais tu vois, en fait, d'avoir posé les critères de cette manière-là, franchement, j'étais à 2 doigts de craquer, tu vois, vraiment, quoi. Et parce que pour le coup, lui, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai eu la chance de pouvoir le manipuler, tu vois, au pansage, des choses comme ça. Et franchement, enfin, j'ai fait un peu un délit de race. Je sais pas si ça se dit, quoi, tu vois. C'est que, pour le coup, la personnalité avait l'air d'être là, mais je me suis dit, en fait, tu sais qu'il y a un risque. Un poulain de 2 ans, tu vois, en termes de personnalité, tout n'est pas non plus abouti, quoi. Donc, tu sais que tu prends sciemment un risque si tu vas, que tu te retrouves avec un cheval méga dans le sang. Et c'est pas ce pourquoi t'avais décidé de te lancer, quoi. C'est pas ce pourquoi tu voulais signer. Non, exactement. Donc du coup, je me suis mis en retrait et à ce moment-là, je suis tombée sur les annonces d'Iggy qui étaient... je sais pas, elle avait vraiment une petite tête très mignonne et
un peu chippie, mais en fait assez, je sais pas, tu vois, détendu. Un bel œil bien rond, tu vois. Tout avait l'air d'aller bien, en fait, dans sa vie. Et quand je suis allée la voir à l'élevage, effectivement, enfin pas à l'élevage, à la pension de revalorisation, c'est exactement ce sur quoi je suis tombée, quoi. C'est-à-dire une jument de 3 ans, a priori super bien dans ses baskets, plutôt attentive, plutôt curieuse, avec quand même de la personnalité, mais tu vois, ouais, posée, en fait. Assez posée pour une jeune de 3 ans. Ouais, donc ce que tu recherchais. Ouais, et puis j'ai eu un vrai coup de cœur en fait pour la personne chez qui elle était, et je crois que ça aide aussi. Parce qu'on se dit, ok, depuis 1 an, ça c'est l'humain qu'elle a fréquenté, et cet humain a l'air d'être un humain instable, qui sait où il va, qui accorde le temps qu'il faut, qui prend le temps de répondre aux questions, donc ça a beaucoup, 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 je pense, pesé dans la balance en fait. Ouais, c'était un humain qui correspondait à tes valeurs, qui avait Ouais, les c'est mêmes ça. envies que toi pour son cheval, enfin... Exactement. Voilà, tu sais tout. Non, pas encore. Et donc du coup, t'as acheté Iggy, qui est rentrée dans ta vie il y a Ouais. 2 ans. Ouais. Est-ce qu'elle a correspondu au niveau personnalité à ce que tu t'attendais? Ouais, étonnamment bien. Ouais. Non, franchement, on a eu une première année plutôt calme. Mhm. En fait, à 3 ans, Iggy, on voyait vraiment qu'elle était un peu sur ce qu'on appelle une croissance tardive, c'est-à-dire que t'as des chevaux à 3 ans, tu vois, ils sont déjà, bon, déjà en général, ils ont plus ou moins leur taille adulte, mais ils ont pris du volume, tu vois. Elle était vraiment grignette. Elle avait déjà son petit popotin, mais tu vois, elle avait vraiment un poitrail minuscule. Enfin, tu sentais que c'était pas du tout abouti physiquement, C'était quoi. pas fini. C'était pas fini, exactement. C'était pas fini, j'avais plutôt une jument d'ailleurs assez maigre, hein, on peut se le dire. D'accord. Ça a bien changé. Pour moi, la première année, du coup, je me suis dit, bon ben, moi j'y connais pas grand-chose. J'avais un stage de 4 jours de travail à pied dans les pattes, tu vois. Donc je me suis dit, bah on va prendre le temps en fait. Et puis c'est pas grave, on va reprendre toutes les bases du pré-débourrage et moi je vais les apprendre et comme ça nous laisse le temps en fait d'avoir une jument qui physiquement potentiellement est déjà mieux dans son corps, et puis ben moi d'être prête, parce qu'en fait il suffit pas que le cheval soit prêt, tu vois, pour se lancer dans un débourrage, faut que le cavalier soit prêt aussi, quoi. Donc Iggy avait déjà eu des bases de pré-débourrage. Ouais, elle savait faire du mené, tu vois. Elle savait faire du mené, du reculé. Elle était déjà allée sur un parcours de mountain trail, par exemple, tu vois, en mené. Mais par exemple, tout ce qui était, tu vois, travail du cercle, etc., ça, pas du tout. Ouais. Mais elle s'est bien manipuler sur l'air de pensage, elle se laissait prendre les pieds. Ouais, elle se laissait prendre les pieds. Bon, ça n'a jamais été trop son truc, mais elle se laissait quand même prendre les pieds. Elle avait eu un tout petit peu de medical training. Enfin, non, je pense qu'en fait, elle n'était pas très réactive, tu vois, à tout ce qui était piqûre et tout ça à l'époque. Je pense pas qu'elle avait eu du medical training, mais elle se laissait, pour les soins de base, elle se laissait plutôt bien manipuler, quoi. Sauf le vermifuge où c'était genre un refus catégorique. Mais à part le vermifuge, elle a été d'une bonne nature, on va dire. Exactement. Sans pour autant le travailler, mais elle a accepté. Ouais, elle acceptait. Et puis, honnêtement, c'était une jument calme, tu vois. J'ai eu une intégration, ma première intégration, c'était chiant à regarder, quoi. C'était beau, mais c'était chiant, tu vois. Il y avait genre à peu près 0 mouvement. Le lendemain matin, elles dormaient toutes allongées dans leur pré. Enfin, tu vois, c'était facile, quoi. T'avais bien saisi la personnalité d'Iggy. Ouais, et puis la petite pension où j'avais atterri, c'était vraiment une petite pension sans prétention, de pré, avec une petite carrière. Mais les personnes qui s'occupaient de cet endroit, tu vois, elles faisaient les choses simplement et avec le fameux bon sens, tu vois. Je dis le fameux bon sens parce qu'en fait, tu te rends compte que ça n'existe pas et que chacun voit midi à sa porte quand il s'agit de bon sens. Mais en tout cas, c'était mon bon sens à moi, donc ça allait, quoi. Ça correspondait encore une fois à ce que tu avais appris jusque-là? Ouais, à ce que j'avais appris jusque-là, et puis bah franchement, j'ai passé une première année, enfin j'ai pas eu un bobo une fois, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis jamais allée à la pension en me disant oh, dans quel état je vais retrouver ma jument. Jamais, genre jamais. Je pense que j'ai dû avoir une égratignure en 1 an, et vaguement elle s'était mis une fois une petite écharde dans le sabot, tu vois, ce qui fait que
ça la gênait, puis voilà quoi, c'est... Voilà. Oh la pauvre choupette, elle s'est pris une écharde. Non mais attends, c'est hyper compliqué, parce que tu vois, une écharde au niveau du pâturon, faut que tu la vois déjà. Déjà, faut la voir, en effet, il faut la repérer. Faut la repérer parce que quand tu vois ta jument qui devient un peu irrégulière, voire qui boitille, tu vois, tu dis ok, abcès, exou, tu cherches pas, tu cherches un caillou, tu cherches un clou, mais tu cherches pas genre... Dans le pâturon. Tu cherches pas une écharde. Déjà, tu cherches dans le pied. Exactement. Tu cherches dans le pied et tu cherches pas une espèce d'écharde au niveau du pâturon qui ressemble juste à un bout de paille collé, tu vois ce que je veux dire. Donc non, en fait, honnêtement, pas de... Enfin, première année, assez chill. Moi, ça m'a permis de trouver mes repères. Après, bien sûr, la vie fait que on a eu des petits moments un peu plus, comment dire, pas confusants, mais tu sais, où tu te poses plus de questions que d'autres, tu vois. Lily, elle a rapidement maigri pendant l'hiver. Je pense qu'elle avait... Ses 2 copines de près étaient quand même beaucoup plus âgées qu'elle, et je pense qu'elle se monopolisait gentiment le runballeur. Voilà, par exemple. Mais donc, j'ai eu une petite perte d'état hivernal qu'il a fallu apprendre à gérer. Mais voilà, on a fait un bilan nutritionniste avec la bonne ration. C'est reparti, tu vois, très vite. Après, je suis humaine comme tout le monde, donc j'ai des doutes, hein, forcément. C'est ta première année. Bon, perso, je pense que les gens qui écoutent mon podcast savent que je me pose 1500 questions à la seconde. Oui, et puis on va le rappeler que ton podcast, tout le début de ton podcast était ton journal de bord avec Iggy. Avec Iggy, ouais. Donc il y a plein de trucs à développer encore en allant écouter ton podcast. Mais du coup, ouais, voilà, comme c'était forcément mon premier cheval dont j'étais 100% responsable, tu vois, je me suis posé beaucoup de questions, je me doutais que je savais pas forcément lire tous les codes de c'est quoi une bonne relation, etc. Puis surtout, en fait, j'avais pas de point de comparaison. Et ça, je pense qu'il y a plein de cavaliers qui s'en rendent pas forcément compte. Mais tu vois, quand t'es en DP ou que tu montes en club, ton cheval, t'es pas toute seule à t'en occuper, tu vois. Même, non. À la limite, t'es en cercle restreint, mais t'es pas toute seule. Donc c'est facile de faire des points de comparaison en disant « Ah bah tiens, moi, il fait ça avec moi. Ah, il fait pas ça avec toi. Ah ouais, ok. » Tu vois. Là, tu peux juger. Puis tu peux essayer de mettre une appréciation sur est-ce qu'avec ce cheval-là, moi, j'ai un bon feeling ou pas. Je te donne le cas de ma DP, j'étais pas la seule à le monter. Alors oui, je m'en occupais moi 3 fois par semaine, mais il y avait d'autres cavaliers qui lui montaient dessus. Donc c'était facile pour moi de voir des comportements qu'il avait qu'avec moi versus d'autres cavaliers. Tu vois. Oui. Et te dire, je préfère ce comportement-là parce que t'as une comparaison. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ma DP, quand je l'ai pris, je me suis dit, on va aller faire de l'extérieur. Parce que dans le club, on n'en faisait pas. Et je m'étais dit, ça sera un plus pour lui d'apprendre à aussi aller en extérieur. Et puis surtout, ça lui fait une pause, quoi. Tu vois, c'est pas de la carrière, c'est pas du manège. On va sortir en balade toutes les semaines. On va pouvoir aller à la rivière, on va pouvoir aller brouter, tu vois. Enfin... En gros, tu vois, avoir un peu de nature, quoi. Et c'était vraiment un rendez-vous que j'avais instauré, mais genre tous les jeudis matins. Même s'il pleuvait. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, parce que pendant 2 ans, il n'a pas beaucoup plu le jeudi matin. Mais donc, toutes les semaines, sans faute, le jeudi matin, à 9h. En plus, c'était hyper facile pour ce cheval de savoir que ça allait arriver, parce que quand je venais le jeudi matin, c'était le jour de curage des box. Donc tu vois, il y avait un repère hyper facile pour lui de se dire « Ah là, ils sont en train de curer les box, elle va arriver, et nous, on va partir en balade. » Et en fait, on a fait ça pendant 2 ans, tous les jeudis. Et forcément, par exemple, ce moment d'extérieur, j'étais la seule à lui offrir. Donc forcément, à la fin, quand j'arrivais, j'avais le droit à mon petit hennissement, tu vois, quand j'arrivais dans l'écurie. Et du coup, t'as des points de repère, tu vois. Tu te dis « Ah, ça, il apprécie et tout. » Enfin, tu vois. Mais quand ta jument, elle a 2 ans, 3 ans, pardon, et qu'a priori, il manque 2 ans de sa vie, je sais pas forcément dans son premier élevage exactement tout ce qui s'est passé, mais a priori, elle était dans un contexte, un environnement favorable. Ensuite, elle est restée 1 an dans sa pension de valorisation, toujours, tu vois, avec des congénères, avec du fonds à volonté, enfin non, avec une vraie vie de cheval. En fait, c'est hyper dur d'avoir des repères et de te dire... Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas bien? Est-ce que ça lui plaît? Est-ce que ça lui plaît pas? Est-ce que je suis chiante? Est-ce que je suis pas chiante? Tu vois? Est-ce que ça lui plairait mieux avec quelqu'un d'autre? Est-ce que autre chose lui plairait mais que moi je lui propose pas? Enfin. Exactement, tu vois.
Et puis il y a le côté, c'est une jeune jument, donc forcément elle a tout un tas d'expériences à faire. Et du coup c'est toujours un peu difficile de se positionner en se disant est-ce que ça par exemple ça lui plaît pas parce que ça lui plaît pas, ou juste est-ce que c'est aussi, tu vois, un peu est-ce que c'est juste qu'elle l'avait jamais vu? Est-ce que c'est qu'elle l'avait jamais vu? Est-ce que c'est un peu le test de l'adolescence aussi, tu vois? Parce que bon, quand même, un jeune cheval, ça teste beaucoup de choses et c'est normal, c'est comme ça que t'apprends. Donc, c'est vrai que la première année, je me suis posé beaucoup de questions, tu vois, pour réussir à savoir si ce que je construisais, ça, tu vois, quelle valeur ça avait en fait à mes yeux et à ses yeux en fait. Et en fin de compte, maintenant, avec le recul, est-ce que t'es satisfaite de cette première année? Ouais, finalement... ouais, si, quand même. Et de la relation que vous aviez? Ouais, en fait, ce qui m'a apporté vachement de prise de recul, tu vois, justement, c'est quand on a déménagé. Parce que j'avais quand même un peu cette peur de la rature sur la feuille blanche. Vous avez déménagé, du coup, 1 an après? Au bout d'1 an. Voilà. Ouais, au bout d'1 an. Au bout d'1 an, j'ai quitté la région lyonnaise, je suis venue en région Île-de-France, et du coup, tout a changé pour nous. Et le fait de tout changer, clairement... c'est là où je me suis rendu compte qu'on avait quand même construit quelque chose. C'est au moment là où tu t'en es rendu compte? C'est plus facile parce que du coup, c'est tout nouveau pour les deux. Et tu deviens un peu le repère. Enfin voilà. La seule chose qui n'a pas changé, c'est toi ou... Donc, cette notion de repère, elle arrive très vite dans la vie de ton cheval, quoi. Après, ce qui a été décisif, on va dire, c'est que quand je suis arrivée en région Île-de-France, j'ai choisi une coach et on s'est mis à vraiment collaborer de manière hebdomadaire. Donc j'avais toujours été suivie un petit peu et encadrée de manière plus ou moins régulière aussi la première année, tu vois, parce que clairement j'avais pas d'expérience. Mais comme on n'était pas à fond la caisse, tu vois, parce qu'on l'a laissé aussi grandir, voilà, clairement, bon. C'était pas grave si tu prenais pas de cours pendant 1 mois. Non, et puis je pense que Iggy, honnêtement, avait un meilleur niveau que moi, tu vois, c'était surtout ça. Oui, parce qu'elle avait déjà eu les bases de prédébourrage. Toi, non. Ouais, elle avait eu... Exactement, c'est exactement ça. Elle avait déjà eu des bases, et puis c'est une jument qui apprend très vite, mais en même temps, je pense que tous les chevaux apprennent quand même plutôt assez vite, s'ils ont le bon contexte et le bon environnement. Mais du coup, elle apprend très vite et elle devient vite très fine, donc... j'ai eu ça m'a un peu angoissée au début, tu vois, je me suis dit putain mais en fait moi j'arrive là avec mon gros crayon et je fais des grosses ratures, tu vois, sur ma petite feuille blanche, alors qu'elle est toute légère et j'avais un peu peur de blaser, tu vois, parce que moi j'ai besoin de répéter, parce que moi je suis nouvelle et puis en fait t'en as pas fait des ratures? Si, j'en ai fait, j'ai fait des petits gribouillis comme tout le monde, mais parce que c'est comme ça, c'est la vie, tu vois, voilà. Non mais c'est la vie. Mais voilà, t'as pas déchiré la feuille en deux. Exactement, j'ai pas déchiré la feuille en deux, et ça je pense que c'est important. Je crois que c'est l'avantage d'avoir un podcast, c'est de parler avec beaucoup de pros différents, c'est de se rendre compte que eux-mêmes te le disent, ouais nous aussi des fois on fait des ratures, et bien tu vois, ce qui est important c'est de s'en rendre compte, de prendre la gomme le plus tôt possible pour du coup remettre quelque chose devant, quoi. Ouais. Et de pas transformer cette rature justement en une tache qui est imbuée d'encre et qui troue. C'est ça. C'est ça, t'as pas écrit au point que tu déchires la feuille, tu vois. Exactement. Par contre, ce qui a changé, le game changer, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment spécialisé qui est une super coach et qui s'est vraiment spécialisé dans l'apprentissage du jeune cheval et le débourrage. Et là, ça a donné aussi un tournant à notre relation parce que on s'est fait encadrer de manière hebdo. Et du coup, là, on est vraiment rentrés, nous, dans des routines, tu vois, de travail qui... moi, m'ont permis de me donner confiance, donc m'ont permis de faire des trucs quand même en dehors aussi de mes cours, où en fait j'étais moins hésitante, donc j'étais beaucoup plus claire pour ma jument. Donc en fait, tu vois, il y a l'espèce de cette courbe du progrès où au début c'était vraiment des tout petites marches, puis d'un coup, tu vois, ça augmente, puis t'as un palier. Ça augmente, ouais. Exactement. Et ça, pour moi, c'était capital. En fait, après, c'est ma manière de fonctionner. J'ai du mal à croire qu'on peut être un bon coach pour son cheval si soi-même on se fait pas coacher. Mais encore plus quand tu sais pas vraiment ce que tu fais parce que tu l'as jamais fait, quoi, tu vois. Donc ça, c'était chouette. C'était ma première rencontre en Île-de-France et pour le coup, la meilleure. Après, j'ai aussi découvert que le rapport entre les pros d'Île-de-France est légèrement différent. C'est un peu moins facile et c'est beaucoup plus cher.
Oui. Les distances, après il y a plein de choses, hein, mais les distances sont plus grandes, donc les agendas sont plus remplis, donc t'arrives à avoir Il y a des gens beaucoup de moins chevaux. facilement, moins rapidement, il y a beaucoup de chevaux. En fait, il n'y a pas beaucoup de pros, j'ai l'impression, pour la densité de chevaux surtout. On a beaucoup de pros en Île-de-France, mais on a vraiment beaucoup de chevaux. Donc voilà, il a fallu retrouver ces repères pour moi en tant que propriétaire, mais voilà, en tout cas, on a redémarré plutôt du bon pied. Et fini l'année 2022, on va dire, avec un bon rythme. et c'est là on arrive à l'année 2023. Ouais. C'est là on arrive à 2023 qui a été... qui est pas fini, hein, donc... qui est pas fini encore. Je touche du bois. Non, allez, c'est fini, madame, non. On passe à 2024 pour toi. Non, du coup, raconte-nous un peu. Je sais que tu as fait une chronologie de tout ce qui s'est passé en 2023. Ouais. Donc, vas-y. 2023, c'est les années 100. Je crois que, visiblement... Enfin, plus je commence à en parler, parce que pendant longtemps, j'en ai pas parlé, mais plus je commence à en parler, plus je me rends compte que beaucoup de propriétaires ont cette fameuse année 100, tu sais. Cette année un peu blanche où il se passe pas grand-chose, parce que, en fait, tu t'éponges. T'éponges les petites problématiques les unes après les autres. J'allais dire une année sans, mais en fait, une année avec 100 problèmes. Voilà, c'est ça. Ça peut être ça aussi. Ouais, ça a été pour moi difficile au début parce que, du coup, comme je le disais, mes premiers 18 mois, ils étaient idylliques. C'est-à-dire que j'ai eu quelques petites rayures de carrosserie, mais vraiment, c'est anecdotique. On est d'accord, des rayures de carrosserie, comme tu disais, des petits gribouillis sur ta page blanche, mais très vite effacés, qu'on oublie très rapidement. Ouais, exactement. Et 2023, donc on était sur un bon rythme. En fait, il faut comprendre la logique, c'est qu'on était sur notre rythme. Là, ça faisait 4 mois qu'on avait mis en fait une base régulière de travail. Toutes les semaines. Avancé sur toutes les semaines et on avançait pour préparer Iggy et moi, hein, surtout moi, au débourrage. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que émotionnellement on ait une jument qui soit ok, qui soit à l'aise avec son environnement, à l'aise avec ce qu'on lui propose, et puis que physiquement elle soit prête. Donc Iggy à 4 ans, elle a quand même vraiment changé de carrure, hein, tu vois, dans le sens où elle s'est vraiment ouverte, comme on dit, pour pas dire éclatée. Mais après, elle restait une jument pas musclée, tu vois. Donc, on avait mis là presque 6 mois de travail pour lui apprendre à gainer, monter son dos, avoir des abdos, et puis tout faire en sorte pour que, même si je suis plutôt un poids plume, que ça se passe bien, tu vois. Voilà. Et là, boum, tout s'arrête. Un matin, j'arrive et Iggy, en fait, elle est entièrement enflée au poitrail. Comme une sorte de gigantesque hématome, tu vois, qui part, ouais, c'est ça, tout le long du poitrail, tout le côté gauche. Alors ça lui fait pas forcément mal, tu vois, quand j'appuie dessus, mais c'était vraiment physiquement visible et assez impressionnant, parce que tu vois, t'avais vraiment l'impression qu'elle avait un pec qui était 2 fois plus gros que l'autre, quoi. Et l'autre épaule était toute... comment dire ? En fait, tu la sentais crispée et tendue. Donc là, on se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a dû se prendre un coup. Forcément, on fait pas la séance. On passe plutôt la séance à mettre de l'argile, tu vois. Et puis, on se dit, ça doit être un hématome. Elle a dû se prendre un coup dans le poitrail. On va la laisser tranquille au moins 1 semaine. Et puis, on verra dans 1 semaine comment c'est. Là, pour le coup, elle boitait pas vraiment. En soi, rien d'alarmant non plus. Juste... Non, rien d'alarmant. Puis, il y avait pas de plaie. On est sur un gros bobo, mais on reste sur un bobo. On est sur un gros bobo. Ouais, on reste sur un bobo. Bon, ce que j'avais pas dit juste avant, c'est qu'elle m'avait fait déjà un petit ulcère à l'œil, tu vois, 1 mois avant. De commencer à planter le décor. Histoire d'être agréable à traiter, voilà. Tu vois, ce genre de truc suffisamment chiant pour que tu dois venir tous les jours, 3 fois par jour, tu vois. Et voilà. Mais bon, en soi, pas tant que ça handicapant sur la longueur. Donc ça a commencé comme ça. Et en fait, l'histoire dit que en fait, ça s'est pas amélioré. Là, il y a une boiterie qui a commencé à s'installer. Alors, attention, quand je parle de boiterie, ça n'a jamais été une boiterie genre 4/5 où ta jument ne pose plus le pied par terre. Mais clairement, moi qui travaillais ma jument 3 fois par semaine, je voyais qu'elle était vraiment irrégulière. Irrégulière, tu vois. Du coup, j'appelle ma veto, mon de bol, elle est en vacances. Du coup, je reprends 1 semaine dans les dents.
Et là, elle vient, on fait des radios de pieds, il n'y a rien dans les pieds. Entre-temps, tu vois, la pareuse était passée, pas d'abcès et tout. Donc, difficile de... Tu sais, des fois, t'as envie que ce soit un abcès, c'est facile, tu vois, c'est localisé. Limite, quand ton cheval ne met pas le pied par terre, ouais, voilà, tu sais qu'il y a un vrai problème et c'est plus facile à comprendre. Oui, puis ça dure 8 jours le temps de faire percer l'abcès. Encore 8 jours le temps que ce soit bien évacué. Et puis après, on n'en parle plus. Ouais, exact. Et là, non. Là, clairement, pas d'abcès, pas de fourmilière, enfin, aucun problème, pas de clou de rue, rien d'apparent sur le pied. Je les ai cherchés. Pas d'échardes. J'ai cherché les échardes, il n'y avait pas d'échardes. Et voilà, pas de pourriture de fourchette, enfin, tu vois, vraiment, rien qui... Bon, rien en extérieur, quoi. Donc là, on a commencé à faire des radios des pieds, on voit rien à la radio. Pied-boulet, on fait. Et puis, on se dit, du coup, c'est quand même chelou. Bon, l'hématome n'était pas encore complètement passé, tu vois, un hématome, ça peut mettre presque 3 semaines, en fait, à vraiment descendre. Donc on se dit, on laisse comme ça, encore une semaine. On attend de voir si c'est pas encore juste, tu vois, l'hématome qui est pas parti. On lui met un petit anti-inflammatoire et dans une semaine, on voit ce qui se passe, quoi. Je te le donne en mille, une semaine après. Elle boitait toujours. Elle boitait toujours et l'hématome n'était pas du tout parti. Donc là, ma véto me dit, écoute, là, on sort la batterie de test, quoi. Donc, on va remonter tout le long du membre pour essayer d'identifier d'où vient la boiterie. Et c'est ça qui était hyper compliqué parce que si tu veux, elle était irrégulière et des fois, t'avais l'impression qu'elle était pas irrégulière du même pied, tu vois. Et donc, plutôt une sorte d'irrégularité intermittente et surtout quand même, assez subtile, quoi. C'est-à-dire que fallait avoir un bon œil. Moi, je connaissais par cœur ma jument, donc c'était facile de voir que ça allait pas, tu vois. Mais une fois de plus, c'était un peu un pari de faire le truc, tu sais, qui remonte là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le protocole de radio. L'anesthésie, en fait. C'est ça. On va expliquer. En gros, quand on sait pas d'où vient la boiterie, en fait, on commence par anesthésier le membre. Ouais, le membre, en fait, partie par partie. Donc, d'abord le sabot. Si la boiterie disparaît, ça veut dire que la boiterie vient du sabot. Ensuite, le boulet. Ensuite, le carpe, etc., etc. Et donc, on forcément comme ça jusqu'au plus haut possible du cheval. Exactement. Et donc, manque de bol pour Iggy, c'était le carpe. Donc, du coup, elle s'est fait quand même 2-3 piqûres. À la fin, elle n'en pouvait plus. Elle était physiquement, vraiment, honnêtement, fatiguée. Chaque anesthésie dure à peu près 5-10 minutes. Donc, c'est ce qui permet d'en faire d'en faire plusieurs à la suite. Et là, le diagnostic tombe, c'est situé dans le carpe, on fait des radios, on fait une écho, et du coup, en fait, c'est le suspenseur qui a des petites lésions, qui présente des petites lésions. Ça veut dire en gros tendinite, quoi. Voilà, pour simplifier. Pour simplifier la vie. Pour simplifier. Donc, au moins on sait. Donc là, on traite. On décide de faire un traitement d'osphose pour aider, en fait... Je ne sais pas de ce que c'est l'osphose. Ouais, du coup, là, on décide de traiter. Donc, on fait un traitement osphose. En fait, c'est des piqûres que tu fais et le but, c'est de venir soigner, en fait, la lésion, les différentes lésions. Ça va régénérer, en fait, les parties du cartilage qui sont normalement lésées, quoi. Donc, on lui fait ça. Bien sûr, elle me fait une petite réaction à l'osphose avec une mini-colique, histoire d'avoir peur, tu vois. Voilà. Et puis, on la laisse au repos, dans le meilleur des cas, 1 mois, dans le pire des cas, 3 mois. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Iggy vit au pré, dans 6 hectares, et que à ce moment-là, je n'ai pas la possibilité de réduire son espace vital pour limiter le mouvement. Parce que du coup, il faut juste comprendre que une tendinite, c'est que forcément, on a pris une mauvaise position, on peut dire ça comme ça, voilà. Il se passe quelque chose qui va pas, en fait, et que réduire le mouvement, normalement, ça permet aussi au tendon de se reposer et donc de guérir plus facilement. Ça permet de limiter les amplitudes du tendon. Exactement. Et merci Audrey pour les mouvements extrêmes. Donc là, moi, je me retrouve en plein mois de mars avec ma jument, en fait, qui est dans ses 7 hectares avec ses congénères et qui a toujours autant de mouvements, en fait.
forcément ça prend le max de temps. Forcément, ça prend le max de temps. Encore à ce moment-là, ça allait à peu près parce que j'étais autorisée à la sortir un petit peu en main, tu vois, pour faire des petites balades. Mais franchement, il fallait que je fasse une demi-heure, 40 minutes plutôt sur du plat. Surtout pas de montée, de descente. Donc on va dire que pour le mouvement, t'es quand même très très limité. Puis ce que tu fais, c'est pas physiquement ça qui va entretenir ton cheval, quoi. C'est pas ça qui va lui faire une dépense calorique. Exactement. Et tu vois où je veux en venir. C'est qu'en fait, je suis en plein mois de mars et que je me retrouve avec l'herbe du printemps qui pousse, la pluie qui tombe sans s'arrêter, donc du coup l'herbe qui est bien gorgée d'eau, pile celle qu'on n'aime pas. Et gorgée de sucre surtout. Et surtout gorgée de sucre, ouais, gorgée d'eau et de sucre. Les deux si c'était que de l'eau, ça irait. Ouais. Mais en fait, si je dis gorgée d'eau, c'est que bah du coup là à ce moment-là, on enlève le foin du pré. Donc en fait, Iggy se retrouve dans un pré où finalement, tu vois, le couvert herbeux, je sais pas si on peut vraiment dire ça, il dépasse pas 8 cm de hauteur, donc c'est pas énorme, tu vois, c'est pas non plus tu vois, c'est un peu la pire situation pour moi. C'est-à-dire que j'ai une jument qui est dans un pré avec finalement à manger, mais pas trop, sur une herbe assez riche, pas de possibilité de manger autre chose. Et pas de possibilité de faire du sport. Et pas de mouvement. Donc, une bonbonne. Ben... Honnêtement, elle a bien tenu au début, tu vois. En fait, là, c'est poser la question pour moi de me dire comment je fais. En fait, comment je gère ça. Et je prends 2-3 avis sur le panier et j'ai un gros problème à mettre le panier parce que je me dis, mais en fait, là, j'ai une jument, elle a déjà pas vraiment beaucoup de quantité à manger. Donc si je lui fous un panier, en fait, je réduis cette quantité. Et elle a pas d'autre solution, tu vois. Elle a pas autre chose à manger, quoi. Je réduis la quantité sur une quantité qui est déjà pas vraiment là. Et, faut savoir, j'ai une jument qui frustre très facilement. J'ai pas beaucoup de historique d'Iggy, mais j'ai vite remarqué quand même sur la première année et deuxième année que la nourriture, c'est vraiment un truc chez elle où je pense qu'elle en a manqué à mon avis à un moment donné, quoi, tu vois. Il y a de la frustration alimentaire et tu l'as identifié. Ouais, je l'ai vraiment identifié et du coup, ça joue et ça influe sur son comportement. Mmh. Donc ça veut dire des comportements plus nerveux, ça veut dire... Donc plus de mouvements. Plus de mouvements, plus d'agression, etc., etc. Donc t'as pas mis de panier. J'ai pas mis de panier parce que en fait je me dis, on a traité pour Osphos, là on est à début avril, et en fait j'ai bon espoir que la boiterie se réduise et qu'on puisse reprendre le travail peut-être mi-avril, fin avril, quoi. Mmh. Oui, parce que la veto t'avait dit entre 1 et 3 mois. Donc exact. Toi tu te dis 1 mois ça ira. Ouais. Loupé. Pour vous donner la situation, c'est que j'ai quand même une jument qui a fait toutes les clôtures du pré pendant 1 mois. Tellement elle frustre. Parce que de l'autre côté de la clôture, l'herbe est haute. Donc en fait, elle a passé 1 mois avec la tête en dehors du pré. entre deux bandes. Il n'y a pas le jus là où on était. À faire vraiment, mais littéralement tout le pré. La tondeuse. La tondeuse, voilà. Et je pense que au mois d'avril, elle n'était pas encore très grosse parce que du coup, elle mangeait de l'herbe qui avait une hauteur à peu près ok, tu vois ce que je veux dire. Là, ce qui a été elle faisait les bordures. Elle faisait les bordures. Là où ça est devenu le vrai problème, c'est quand, en fait, début mai, il y avait plus de bordure. Elle a fait le tour. Elle avait fait le tour, on était toujours sur un couvert herbeux qui n'avait pas dépassé les 5 cm ou les 8 cm de hauteur. Et puis surtout, le démarrage de la luzerne qui, elle, en fait, poussait. En fait, on était dans un pré où il y avait quand même un sacré gros couvert de luzerne, ce qui est une plante très calorique. Très riche en protéines. Voilà. Et je sais pas comment dire ça gentiment parce que je suis pas nutritionniste, mais à mon sens, qui aggrave toutes les pathologies qui sont basées sur une inflammation. C'est une plante inflammatoire. Voilà. Merci, c'est mieux dit que moi. C'est une plante inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle génère de l'inflammation chez les chevaux. Voilà. Donc c'est très utile pour chauffer, entre guillemets, les chevaux. En plus, il y a beaucoup de protéines, donc ça donne beaucoup d'énergie. Donc pour des chevaux type pur sang de course, c'est très bien. Pour une petite ponette de loisir, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Puis surtout, rappelons-le, sur une tendinite, on est déjà sur une inflammation. Alors, si ça s'était arrêté là, c'était ok.
mais manque de bol, au moment où la tendinite se réduit, comme peau de chagrin, et qu'on arrive à peu près à une jument prête à reprendre le travail, j'arrive un jour au pré, et là, je retrouve Iggy avec un jarret qui a triplé de volume. Un jarret postérieur, du coup. Donc, oui, jarret postérieur droit, et une châtaigne entièrement arrachée. Sur ce même postérieur droit ? Non, sur l'autre. Ok. Et qui a mal, qui se déplace mal et qui a mal. Donc là, s'ensuit du coup douche, argile, tu vois, en se disant qu'est-ce que c'est ? Appel du veto. Appel du veto, qui, une fois de plus, était en vacances cette semaine-là. Donc me dit, je prends rendez-vous pour quand j'arrive la semaine prochaine. Alors après, elle avait mal dans le sens où c'est sûr qu'elle allait pas partir au trot, tu vois, mais j'avais aucun problème à la ramener dans la cour pour faire les soins, etc. Donc tu vois, t'as pas eu de problème à faire les 200-300 mètres qu'il y a ? Exactement. Voilà. Elle a pas rechigné, elle s'est pas arrêtée tout le temps. Voilà. Non. Donc voilà, c'est juste qu'elle avait son pied au repos, tu vois, enfin le pied de ce jarret-là au repos, et que clairement, tu la mettais pas au trot, tu sentais que ça lui coûtait, quoi, tu vois. Mais au pas, elle allait bien. Enfin, au pas, entre guillemets, au pas, elle allait le bien, tolérait. Et quand les temps l'embêtaient, ça l'empêchait pas de lever les fesses pour les dégager. Voilà. Donc t'as attendu une semaine. Ouais, j'ai attendu une semaine, 10 jours, le temps que ma veto revienne, effectivement. Et donc là, on fait radio, on fait écho de nouveau. Donc là, elle me confirme que c'est bien, hein, la tendinite, c'est super, c'est passé. C'est vrai, c'est cool. Donc c'est déjà cool. Mais là, on voit que le ligament en fait est déchiré, qu'on a un beau trou bien net, donc, en plein milieu du ligament. Au niveau du jarret droit. Au niveau du jarret droit, à l'intérieur du jarret. Avec du coup un surplus de liquide synovial qui s'est logé en fait tout autour. Donc là c'est un peu la merde en fait, on va se le dire, je suis désolée de le dire comme ça, parce que typiquement là je me retrouve de nouveau avec un problème d'articulation où il faudrait que je limite le mouvement et je peux pas le limiter. Et puis là le problème c'est qu'on est mi-mai. Ouais, c'est ça, mi-mai, je crois, et que ma jument, là, est grosse, en fait. Et elle va pas maigrir. C'est pas au mois de juin que les chevaux maigrissent, en général. Non. Et elle va pas maigrir, et son pré est toujours en herbe rase. Avec la luzerne. Oui, qui est rase, mais qui est quand même là. Donc, on tente des solutions, du type intermédiaire, genre je me tape tous les jours des guettes de froid, anti-inflammatoires. Donc les anti-inflammatoires font un petit effet, ça réduit un petit peu. Et puis ça réduit un petit peu en fait les vésicles qui sont enflés dus à l'excédent de synovie. Et ça soulage a priori ma jument puisqu'elle a plus de problème pour poser les deux pieds à peu près correctement. Mais par contre, et guette de froid quoi, voilà. Par contre, là, Iggy grossit à vue d'œil. Et on en arrive à une situation... Parce qu'en plus, du coup, vu qu'elle avait certainement mal, elle se déplaçait peut-être moins encore. Ouais, on arrive, c'est ce que j'allais dire, à une situation où, en fait, quand j'arrive au pré tous les jours, quelle que soit l'heure, je retrouve toujours Iggy au même endroit. C'est-à-dire donc elle bouge pas des masses. Elle bouge plus des masses, ouais. Elle reste proche des abris pour s'abriter des mouches, des moustiques, tout ça. Et de l'eau. Et de l'eau. Et voilà. Mais elle bouge presque plus, quoi. Donc elle grossit. Donc à ce moment-là, moi j'avais déjà fait des recherches en fait pour mettre Iggy en fait ailleurs parce que voilà, avec le boulot et tout ça, je savais qu'à partir du mois de septembre, j'allais être un peu plus chargée et je voulais trouver un endroit où je pouvais avoir plus de services pour que Iggy en fait maintienne son rythme de travail les semaines où moi je suis pas là, où je suis en déplacement et tout ça. Donc j'avais déjà 2-3 options pour changer Iggy d'endroit. Avec ce bobo et cette problématique-là, en fait, je me dis qu'il faut que j'accélère un petit peu mes recherches parce que, en fait, si j'ai envie de faire en sorte que ma jument guérisse, il va peut-être falloir que je la mette dans un environnement que je peux contrôler, en fait. Que tu peux adapter. Que je peux adapter et contrôler, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, quoi.
Donc je trouve un endroit. Donc Iggy était censé partir début août seulement. Sauf que j'arrive fin juin. Le ligament ne s'est pas réparé par magie. Iggy est devenu obèse. Et là, j'enchaîne crise urticaire. Inflammatoire. On ne sait pas l'origine. Mais il y a de l'inflammation. Voilà, sur tout le corps. Mais quand je dis tout le corps, c'est que je suis dans mon pré à chialer en cherchant une barre de 3G parce que en fait, elle a carrément la sous-gorge tout enflée et j'ai peur qu'elle n'arrive plus à respirer. Et inflammation des 4 pieds. Et là, je dis, ok, il faut que je parte plus vite que prévu parce qu'en fait, là, je pense que le corps de ma jument est en train de lâcher, quoi. En fait, on est à 1 mois près. Tu pensais avoir un peu le temps. Ouais. Et là, tu t'es rendu compte au moment-là que t'avais pas le temps. Enfin, que ta jument n'avait pas le temps. Ouais, je sais pas. En tout cas, je me suis dit, là, je crois que je pense qu'elle m'a donné tous les signaux du monde et qu'il faut... Donc là, déménagement. À ce moment-là, déménagement. Donc, si j'ai bien compris, dans un endroit où tu peux avoir plus d'adaptation, où Iggy peut avoir plus de soins. Alors là, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle n'était pas du tout prévue de rentrer en box paddock. Hein. Elle devait arriver normalement guérie en place au pré. Donc dans la pension que tu avais repérée, ouais. Tu avais prévu d'aller dans cette pension au pré. Ouais, j'avais prévu d'aller dans cette pension au pré et d'ici septembre. Et là on est au mois de juillet d'ici fin septembre. Et tu la bouges. Ça. Et la jument en fait ne peut pas aller au pré parce qu'elle peut pas bouger et de toute façon quand elle est au pré, elle bouge pas. Bah en fait, c'est surtout que elle est obèse, il faut la faire maigrir. Premier point. Parce que là, en fait, ça peut pas guérir tellement elle est en surpoids. Et puis, bah, de toute façon, en fait, il faut aussi limiter le mouvement parce que, typiquement, même si elle bouge presque plus, le peu qu'elle fait, ça n'aide pas, en fait, à la guérison, quoi. Sachant que moi, je la retrouve, en fait, toujours un peu devant le pré, mais tu vois, je viens la journée, il fait déjà chaud, c'est le mois de juin. Le peu de soleil qu'on a eu cette année dans le Vexin, c'est en juin, tu vois, où il a fait chaud. Donc, c'est pas non plus le moment où ton cheval est le plus actif. Je suis pas là la nuit pour vérifier si par contre elle parcourt ces 7 hectares, quoi, tu vois. Donc vous déménagez. Donc on déménage. En pension, box, paddock. Donc on déménage et là où je vais, on me dit bah écoute, on va pas la mettre au pré comme ça. Effectivement, on a un box qui se libère dans quelques jours, donc bah si tu veux, on la fait rentrer en pré-box en avance et on va lui trouver un paddock d'amaigrissement, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. On va d'abord lui faire perdre du poids. Donc un paddock où il y a peu d'herbe, où il y a du foin. Ouais, donc paddock où il y a peu d'herbe, carrément limite de terre. Bon, ça c'était au tout début, parce qu'après il s'est mis à pleuvoir tous les jours, donc autant dire que l'herbe est vite revenue. Mais au départ, le principe, ouais, c'est un paddock plutôt de terre avec du foin et bah, une présence en box un certain nombre d'heures dans la journée pour pouvoir reposer les membres, limiter le mouvement et du coup du foin en filet. En filet quand même le foin. Ouais, Iggy a perdu 100 kilos en 20 jours. Ah ouais. Voilà. Donc ça a marché. Ça a marché. C'est radical comme perte de poids, mais au moins c'est efficace. Ouais, mais bah, après elle a dégonflé, je pense aussi, mais elle a perdu à peu près 100 kilos, ouais. Donc efficace. Efficace. Du coup, le dernier petit cadeau secret et surprise, c'est l'anaplasmose. Avec la perte de poids, justement, on a recontrôlé le taux d'insuline parce que je l'avais déjà fait, bien évidemment, précédemment au mois de mai quand en fait Iggy a commencé à vraiment devenir énorme. Et donc là, on a refait une prise de sang et en plus, bah, je me suis dit, bon, on va retester le panel des tiques, là, puisque j'en avais retrouvé pas mal pendant le printemps sur Iggy. Alors, il faut savoir que Iggy, elle a déjà la pyroplasmose. Elle est positive à hauteur de 70% sur les 2 bactéropodes, mais elle ne m'a jamais, en fait, déclaré de crise et moi, ben, le premier test sanguin date de ses 3 ans, donc si tu veux, je sais pas si elle est née avec, si elle est pas née avec, enfin, donc on l'a jamais traitée parce que en fait on attend en gros qu'il y ait des symptômes qui se déclarent réellement. Parce qu'en fait elle vit bien avec. Pour l'instant elle vit bien avec, on n'a pas de symptômes qui se sont vraiment déclarés, donc on la laisse tranquille. C'est quelque chose que je surveille assez régulièrement. Tu vois, par exemple, les périodes hivernales, je vais prendre très régulièrement la température d'Iggy pour vérifier, tu vois, les chutes. Dès qu'il y a un signe d'apathie, tu vois, je prends hyper au sérieux, du coup. Mais pour l'instant, pyro, ça va bien. Et la prise de sang révèle d'ailleurs qu'elle n'a pas bougé, voire son pourcentage a légèrement descendu, tu vois.
Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que là, elle répond positivement à l'anaplasmose. Et donc je me dis, voilà, il me fallait un dernier petit truc. C'est vrai qu'on n'en avait pas eu assez. 10 jours après, on refait une piqûre pour voir si justement, tu vois, le taux est stable ou s'il continue de monter. Vous refaites une prise de sang? On refait une prise de sang pour revérifier en fait l'anaplasmose. Et là, on se rend compte que c'est en train de remonter, donc on décide de traiter. Donc là, on vient de finir le traitement il y a quelques jours. On a profité qu'elle soit encore en box paddock jusqu'à ce que le ligament soit entièrement en fait refermé pour traiter, vu qu'il faut faire des piqûres tous les jours pendant 8 jours. Et où du coup tu as en fait cette possibilité aussi dans la nouvelle pension que quelqu'un d'autre prenne soin de ta jument. Oui, c'est vrai que ma vie a un petit peu changé, puisque du coup, ce n'est plus moi qui viens au pré, forcément, ou au paddock, tous les jours pour faire tous les soins, quoi. Voilà. C'est plus toi qui mets les gâteaux de froid. Alors, pas tous les jours. C'est plus moi qui mets les gâteaux de froid, c'est plus moi qui est présente pour tous les rendez-vous veto, parce qu'avant c'était un casse-tête sans nom, parce que du coup, il y a eu quand même beaucoup de radios de contrôle plutôt des échos d'ailleurs. Il y a eu pas mal d'échos de contrôle à intervalles réguliers pour voir comment ça évoluait, tu vois. Et comment la tendinite évolue, comment le ligament évolue. Exactement. Et t'as un métier. Et j'ai un métier. On a tendance à l'oublier, mais t'as un métier. Voilà, c'est-à-dire que ton veto peut pas toujours passer le lundi à 18h quand t'as fini, quoi. Oui, et puis des fois ils disent je passe lundi à 18h et finalement ils ont une urgence, ce qu'on comprend totalement. Et il passe mardi à 9h. Voilà. Donc non, c'est sûr que la nouvelle pension, c'était aussi ce choix d'avoir plus de services. Parce que cette année, j'ai bien réalisé que, en fait, quand tout roule, ça roule. Ça se passe bien pour toi. Voilà, et tu peux gérer les 2-3 événements sporadiques qui, sur une semaine, te demandent de venir plusieurs fois par jour, tu vois, pour un ulcère à l'œil, par exemple. Mais quand t'enchaînes... Oui, quand c'est un épisode qui dure pas très longtemps. Ça. Quand t'enchaînes, en fait, c'est quand même une grosse gestion d'énergie, de temps. Je parle même pas d'argent, mais d'énergie, de temps, où... c'est un bon Tetris, tu vois, pour faire tout rentrer, quoi. Donc là, ça t'a soulagé aussi en termes de temps. Ouais, ça m'a beaucoup soulagé en termes de temps. Et du coup, maintenant que t'as peut-être un petit peu de recul sur la situation, est-ce que tu vois une origine aux problématiques d'Iggy ? Je pense qu'on commence à le deviner. On peut le deviner. Après, c'est difficile de poser, tu vois, un verdict. C'est des hypothèses, voilà. C'est des hypothèses parce que, en fait, j'ai pas les protocoles pour vérifier, tu vois, que c'est ça ou pas ça. Je pense que... Et puis c'est difficile, c'est une vie au pré, en troupeau, sur 7 hectares, tu vois, c'est pareil. Je sais pas exactement comment cette tendinite a démarré. Tu vois, dans le cas de la tendinite, j'ai des idées. Je pense surtout à un cumul de choses, tu vois. Les radios quand même des pieds ont montré un léger défaut de parage, donc ça c'est le premier point. Ce qui permet d'être corrigé, tu vois. Donc on peut dire que c'est un point de départ. Après, c'est la première fois de sa vie que Iggy est dans une région où il pleut beaucoup et où le pré se transforme en boue, quand même, pendant 3-4 mois. Parce qu'avant, elle vivait dans des régions froides. C'est-à-dire qu'à Lyon, il faut savoir que la boue, c'est 3 semaines, quoi. Après, t'as le givre, donc ta boue se transforme en gel. Donc, les pattes jusqu'à genoux, tu vois, dans la boue, ça, on connaît pas. Donc, je pense que ça a aussi contribué à en tout cas faire prendre des positions qui, sur un défaut de parage, peut-être, tu vois, déjà présent. Ça fait des efforts anormaux sur les tendons. Exactement. Et puis après, c'est vrai qu'il y a quelques sols là où on était qui sont pas forcément des sols de travail, on va dire. Ils sont plutôt mous, donc sur un tendon qui est déjà fatigué, c'est pas génial, quoi. Voilà. Ça lui rajoute encore, ça nécessite le temps. Ça demande au tendon de s'allonger encore plus que ce qu'il est capable de faire. Ouais. Donc ça c'est des premières hypothèses, mais après voilà, tu vois, qui de l'œuf ou la poule, voilà.
J'ai plutôt des conclusions sur comment tu gères en fait par la suite et qu'est-ce que tu dois regarder. J'aurai toujours, tu vois, la question auquel je peux pas répondre qui est est-ce que aussi il y a une part de génétique ou pas. Sachant qu'avec une ONC, la part de génétique, si tu t'oublies de la questionner, hein, de toute façon, tu peux pas forcément avoir une traçabilité là-dessus. Donc, je sais qu'il faudra que je sois attentive d'autant plus à la qualité des sols, par exemple, tu vois, en tout cas sur là, les années qui arrivent, pour voir si ça se reproduit, si ça se reproduit pas, surtout. Et puis sur le parage. Et puis pour le ligament, pour le coup, là je pense que clairement ma jument, elle a été au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai du mal à penser qu'elle s'est fait ça toute seule. J'arrive pas à voir par quelle pirouette. Je sais qu'ils sont forts. Je sais qu'ils sont forts pour se faire des trucs un peu cons, mais là, honnêtement, étant donné que je la retrouve avec un ligament déchiré et une châtaigne arrachée en même temps, je pense juste que c'est arrivé à peu près au même moment qu'il y a eu une intégration dans le pré qui clairement a provoqué, tu vois, un peu de mouvement dans le troupeau les premiers jours. Après, je veux dire, c'est la vie des troupeaux aussi, hein, ça arrive, tu vois. Donc... Mais comme dit, sur une santé tendineuse et ligamentaire un peu fragile. Bah voilà. Et donc c'est difficile de savoir, je pense qu'on est on va dire, il y a eu un concours de circonstances, tu vois, où tout s'est enchaîné et ça c'est difficile. Par contre, oui, la conclusion que moi je tire, c'est que le surpoids a tout aggravé et que la gestion du surpoids, malheureusement ça ne se gère pas que par l'absorption de nourriture. Ça je le savais déjà. La vraie question, c'est quand il y a déjà pas beaucoup de nourriture et que cette nourriture est trop riche, comment tu fais, en fait? Est-ce que tu risques un ulcère parce que ta jument, en fait, crève la dalle? Ou est-ce que tu la laisses manger le peu qu'il y a en sachant que potentiellement, ça va lui faire prendre trop de poids? Ou est-ce que tu fournis une autre source de nourriture? Mais ça, en pension, c'est pas forcément toi qui as le dernier mot. La maîtrise dessus. C'est ça. Et finalement, en fait, ma conclusion, tu vois, de tout ça, c'est que je pense que la luzerne et Iggy sont pas bonnes amies. Voilà. Et du coup, je pense que ce sera un des critères pour, on va dire, pour l'avenir, tu vois, dans le choix des pâtures. Mais je pense aussi que l'herbe grasse tout court du vexin normand, tu vois, peut-être est aussi riche de base et que c'est pas top. La vraie leçon, en fait, c'est sur des... Je sais pas si on peut appeler ça des pathologies, mais en tout cas, sur des problématiques comme ça d'articulation, de trucs un peu chroniques qui s'installent. La gestion de l'environnement et la maîtrise de l'environnement, c'est le facteur clé, en fait, je pense, pour réussir à faire en sorte de contenir et que ça s'aggrave pas et d'avoir des chances de succès dans une guérison rapide. Oui, de pouvoir gérer l'environnement de ton cheval. Exactement. Et ça, c'est par exemple des choses auxquelles j'avais pas du tout pensé avant, tu vois. Je le savais. Des choses dont t'avais pas conscience. J'en avais conscience, mais en fait, tu vois, c'est... Tu les avais pas expérimenté. C'est-à-dire que quand t'as un jeune cheval, c'est peut-être pas ce sur quoi tu insistes le plus dans ta liste de critères. Je pense que quand t'as un cheval un peu âgé, qui est en retraite, qui a déjà, tu vois, plusieurs problèmes déclarés, bien sûr que t'es plus sensibilisé, ou en tout cas, c'est les critères qui sont en haut de ta liste, en fait. Et puis t'as plus d'expérience aussi de ton cheval. Exactement. Tu vois, maintenant, toi, tu sais qu'il y a des fragilités tendineuses chez Iggy. J'espère pas. J'espère que... Tu sais qu'il y a un truc un peu où il faut faire attention. En fait, c'est la difficulté. C'est juste, est-ce que c'est la faute à pas de chance et ça a enchaîné? Parce qu'il y avait toutes les conditions pour que ça se produise, tu vois, aussi. Parce que, on l'a dit, la luzerne, c'est inflammatoire. Donc forcément, si t'es déjà sur une base de luzerne quotidienne H24, tu vois, en fait, une fois de plus, qui est de l'œuf ou la poule, quoi? Est-ce que c'est... T'aurais pu inflammer d'autres trucs. Mais je pense que ça en a inflammé d'autres. T'aurais pu aller sur des ulcères, t'aurais pu aller sur des diarrhées, t'aurais pu aller sur des dysbioses. J'ai eu de la diarrhée pendant tout le printemps, hein, faut pas rêver, tu vois.
Voilà. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais vachement de mal à, tu vois, rajouter un panier pour... j'avais vraiment peur d'aller creuser d'autres problématiques, tu vois, sur une problématique. Et donc, en fait, j'ai envie de dire, je ferai mon vrai avis dans 1 an. Quand ça fera 1 an qu'on aura changé d'environnement et que je serai capable de voir, tu vois, comment Iggy s'est vraiment rétablie et est-ce qu'elle a retrouvé une ligne, tu vois, parce qu'aujourd'hui elle est plus obèse, mais il y a encore, on va dire, elle est pas fit parce que je pense que sans mouvement, ça va être compliqué de, tu vois, enfin le but c'est pas non plus de l'affamer au point que, tu vois. Voilà. On se donne rendez-vous dans 1 an. Donc je pense qu'on se donne rendez-vous dans 1 an pour faire un vrai topo, tu vois, du changement d'environnement. Du changement d'environnement et de l'influence du changement d'environnement sur, on va dire, les problématiques quotidiennes. Donc rendez-vous dans 1 an. Rendez-vous dans 1 an. Après, voilà, il y a aussi une autre prise de conscience que j'ai eue et qui remonte en haut de ma liste, tu vois, c'est que le surpâturage, c'est pas forcément celui qu'on pense. Et j'ai vraiment pris conscience de l'importance du roulement de pâture et de l'entretien des pâtures. Parce que le fameux 1 hectare par cheval, c'est idéal. C'est pas une norme qui garantit en fait la quantité suffisante de fourrage ou la qualité du fourrage. S'il y a rien d'autre qui est fait, je pense que en fait ça dure qu'un temps. Mais après voilà, c'est pas une étude, j'ai pas mené des recherches, c'est un ressenti après 1 an en fait. Voilà, après 1 an en fait. Parce que Iggy avait toujours eu un roulement de pâture avant aussi, tu vois. C'est issu de ton sens de l'observation et de l'analyse qui est très, très pointu. Voilà, c'est ça. C'est une déduction. Donc voilà. Et ce qui va nous permettre de passer à la dernière question. Yes. Ton sens de l'analyse, de la déduction, de la logique est énorme par rapport à d'autres personnes que je connais. T'es une des personnes les plus logiques que je connais. Et tu vois, qui va faire les choses de manière la plus pragmatique possible. Je pense que j'ai loupé une carrière de scientifique, en fait, tu vois. Je pense. Ouais, très carré, très logique. Et c'est justement sur ce point-là que t'accompagnes les gens. Ouais. C'est sur ce point-là que t'accompagnes les futurs propriétaires de chevaux. Ouais. Au service des futurs propriétaires de chevaux. Yes. Alors, déjà, je sais pas si t'as remarqué, mais devenir propriétaire, je trouve que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, c'est pas juste c'est mon cheval, tu vois. C'est que... T'as juste signé un papier. Ouais, voilà. En fait, il y a toute une sorte de mindset et, tu vois, d'entraînement, d'apprentissage, je trouve, en fait, pour se mettre dans la peau d'un propriétaire. Et finalement, je trouve que dès le démarrage, c'est-à-dire qu'avant même qu'on ait trouvé son cheval, c'est finalement ce mode de pensée dans lequel il faut rentrer. Il faut apprendre à se questionner et à questionner surtout, en fait, les personnes aussi qui nous entourent. En fait... C'est marrant, dès que tu deviens propriétaire, tout le monde te le dit, alors qu'avant, on te le dit pas trop, quoi. Mais devenir propriétaire, c'est passer 80 à 90% de son temps seul, avec son cheval. Là où avant, t'as été micromanagé, tu vois, en centre équestre, ou même, tu vois, en demi-pension. Il y a des propriétaires, justement, ils sont très présents, et du coup, ils t'encadrent vachement, quoi. Et du coup, bah, en fait, de comprendre ce changement de paradigme, tu vois, ce fait que tu vas devoir être seul à te poser des questions et à réfléchir par toi-même sur à peu près tout ce qui concerne la vie de ton cheval, pour moi, c'est déjà le démarrage de devenir propriétaire. C'est ça que je dis, en fait, c'est un mindset. Donc ça, c'était le point de départ, tu vois, de mon podcast. Je me suis dit, je vais aider les gens, déjà, à se mettre dans ce mode de réflexion pour qu'ils trouvent un petit peu, tu vois, leur chemin sur à quoi je dois penser, comment je prends du recul, c'est quoi mes critères, tu vois, à chaque fois pour valider, tu vois, des hypothèses ou valider un projet, valider un choix de pension, valider un choix de matériel, etc., etc. Et à force de faire ça, j'ai eu plein de retours de gens qui n'ont pas arrêté de me dire « Mais mon Dieu, pourquoi je l'ai pas, en fait, eu avant ce podcast, tu vois ? Pourquoi j'ai pas entendu ce podcast avant de devenir propriétaire ?» Et là, ça a fait naître une énorme frustration chez moi. Parce qu'en fait, bon, après c'est un peu bête parce que forcément le podcast n'a que 18 mois, donc il va bientôt finir par atteindre des gens qui n'ont pas encore eu de cheval, je pense. Mais tu vois, il y a eu cette petite frustration au bout d'1 an qui est née, qui était de me dire, là je tiens un truc.
En fait, on n'est pas formé à rentrer dans cet état d'esprit et à apprendre à faire ce job de être responsable d'un autre être vivant que soi et par quoi ça passe, tu vois. Donc cette frustration-là, ça a donné pour moi ma ligne de conduite sur comment je vais aider les gens et comment créer un programme qui n'est pas juste un plan d'action, mais qui est vraiment apprendre à passer d'une étape à l'autre dans sa réflexion, apprendre à se créer sa propre boîte à outils pour évaluer l'ensemble en fait des critères qu'on va se fixer pour son futur projet, pour trouver son futur cheval, pour interroger les futurs professionnels, et puis tout simplement pour faire en sorte que le quotidien, une fois que le cheval arrive, ce soit pas, tu sais, l'image d'Espinal qui se brise là d'un coup, genre ah, c'est pas ce que j'avais cru. Le premier problème que l'on va rencontrer, c'est finalement celui de trouver le cheval. Et ça, c'est une des questions que je reçois le plus, c'est comment être sûr de ne pas se tromper. Et en fait, ça, personne ne peut jamais le garantir. Même si tu passes par un pro et que tu veux déléguer le fait que le pro va trouver un cheval à ta place, il peut pas te garantir qu'il va pas se tromper. En fait, la vraie question, c'est plutôt quel est le cheminement par lequel toi, tu dois passer pour poser un projet, trouver le cheval qui correspond à ce projet, comprendre pourquoi ça va être ce cheval-là, c'est-à-dire ce choix de race, cette personnalité, cet historique, tu vois. Et derrière, comment tu fais pour que ça arrive, c'est-à-dire ça coûte combien, c'est quoi les questions qu'il faut que tu te poses, où est-ce que tu vas l'héberger, c'est quoi les critères, comment t'apprends à regarder un cheval avec objectivité, parce que ça, personne n'apprend à le faire en centre équestre, tu vois. Enfin, c'est facile de dire ah oui, ce cheval il semble trop gros ou trop maigre, mais en fait c'est pas juste une question de est-ce qu'il a un gros ventre ou pas, tu vois. Et en fait c'est plein de choses où si t'es pas seul à être capable de pouvoir juger de l'état d'un cheval alors que tu vas peut-être en voir 5, 6, 7, 10, tu vois, avant que ça devienne le tien, pour moi c'est déjà un petit peu un problème. Ça veut dire que t'es pas tout seul à pouvoir évaluer correctement ce que l'on te propose. Mais le pro il va disparaître en fait après. Alors oui, il va peut-être continuer de t'accompagner, tu vois, mais ce qui est important, c'est comprendre pourquoi le pro fait ces choix-là pour toi, à la limite, tu vois, si tu veux vraiment te faire accompagner jusqu'au bout. C'est comment t'as le même dialogue, enfin, comment t'as plutôt le même langage que lui, pour être sûr que tu parles de la même chose, parce que ton cheval, lui, il va rester avec toi, et a priori, comme ça vit longtemps, tu vois, il est là pour un petit moment, quoi. Et le pro va peut-être changer. Exactement. Donc, pour moi, c'était hyper important de réunir au sein d'un même programme, tu vois, toutes ces étapes qui vont t'aider à cheminer pendant 6 semaines pour que ce soit, tu vois, pour que tu sois dedans, que ce soit condensé et que, tu vois, ça te mette en fait le pied à l'étrier, tu vois, sans mauvais jeu de mots, pour te donner envie de te dire, ok, je sais les questions que je dois me poser, je sais les critères que je dois checker en fait à chaque fois que je vais aller voir un cheval. Je comprends le vocabulaire, je comprends la dynamique, je comprends les interrogations, je suis capable de parler avec les différents pros qui vont m'entourer dans ce projet-là, que ce soit l'éleveur si je veux un poulain, le marchand si je veux un cheval de compète, tout simplement, tu vois, le professionnel qui a peut-être un cheval en valorisation chez lui, discuter avec les pensions de gérants, être capable de savoir les papiers que tu dois avoir pour vérifier que le cheval qu'on te vend, c'est le bon cheval, et c'est pas un autre. Tous ces petits trucs-là, quoi. Et ça, c'est un programme de 6 semaines que j'aimerais mettre en autonomie, parce que pour moi, justement, ça te rend déjà acteur de ton projet, en fait, tu vois. Oui, donc en autonomie, ça veut dire que les gens peuvent le suivre sans toi. En fait, c'est un programme en autonomie, donc c'est 6 semaines de contenu. Chaque semaine, t'as un nouveau module qui se déclenche, comme ça te donne le rythme, tu vois, et tu te prends pas, genre, d'un coup, les 12 heures de vidéo en disant « oulala, je sais pas par où commencer », et ça semble intimidant. Donc chaque semaine, t'as un module qui se déclenche, avec une partie théorique, une partie quiz pour vérifier que la théorie t'a à peu près retenu ce qu'il fallait retenir, et puis une partie exercice. Et la partie exercice, c'est ce qui fait concrètement avancer ton projet, donc c'est là où t'écris ce qui est important pour toi, c'est là où t'écris tes critères, c'est là où tu apprends à faire une évaluation d'un cheval sur photo, etc., etc., tu vois. C'est là où t'apprends à faire ton budget pour l'achat, pour l'année. La nuance, c'est que c'est pas un programme qui va être disponible tout le temps. J'ai envie de le faire marcher en termes de promo, pour avoir plusieurs personnes qui vont suivre le programme en même temps et pouvoir échanger dessus. Parce qu'en fait, beaucoup de gens se sentent seuls. Moi, je me suis sentie méga seule quand je me suis mis à acheter mon cheval.
Parce que tu vois, mes copines, elles étaient contentes pour moi, mais c'était pas leur projet, tu vois. Mon coach, il avait autre chose à faire. Moi, mon mec, il s'en fout des chevaux, donc tu vois, il me supportait, mais bon, tu vois, il n'allait pas non plus faire toutes les visites avec moi. Oui, donc que les gens puissent avoir une communauté, puissent avoir des gens avec qui discuter qui ont les mêmes problématiques qu'elles. Qui ont les mêmes problématiques au même moment, tu vois. Et qui sont dans cette émulation, tu vois, de ok, on part à la recherche de notre cheval, quoi. Donc ça va être début novembre, c'est une promo pour 6 semaines. Et il y aura un nombre de places limité. Hello, c'est la Audrey du montage qui vous parle. Il y a une petite erreur qui s'est glissée dans ce que Fanny vient de vous dire. Son programme débute début décembre. C'est bon, je vous laisse. Bonne fin d'écoute. Pour les gens qui veulent en savoir plus, qui veulent potentiellement s'inscrire à ce programme, qui veulent en tout cas le découvrir encore un peu plus, où c'est qu'ils peuvent se renseigner? Alors, pour en savoir plus, c'est très simple. Il suffit d'aller sur mon site internet, iggyjournal.com. Il y a un lien direct vers la page du programme qui présente donc dans le détail tout ce qu'on y retrouve et puis toutes les questions qu'on peut se poser, et aussi une FAQ qui répond majoritairement à toutes les questions que les personnes se posent sur le programme. Et puis en ce moment, sur mon propre podcast, il y a plusieurs épisodes qui accompagnent en fait la sortie de la première promo. Donc je vais en parler un petit peu sur le podcast. Et si vous me suivez sur Instagram, il y a aussi toute une suite de posts et de contenus qui sont sur le programme et qui vous permettent de retrouver aussi des témoignages des personnes qui ont déjà fait en fait la toute première version du programme en mai dernier. Et donc, je rappelle que ton compte Instagram, c'est iggy.journal. Ouais. Iggy, I-G-G-Y. Oui, comme Iggy Pop ou Iggy Azalea, ça dépend l'âge que vous avez. D'accord. Moi, tu sais que c'est un personnage de Mario Kart aussi. Possible. Voilà, je n'ai pas le même âge que toi. Je jouais plutôt à Crash Bandicoot. Et moi, c'était Mario Kart. Excellent. Donc c'est Iggy, I-G-G-Y.journal. Donc ça, c'est sur Instagram. Et le site internet, c'est iggyjournal.com. Très bien. Et de toute façon, je mettrai les liens en description de cet épisode. Yes. Donc les gens pourront te retrouver. Écoute, merci beaucoup Fanny pour cet épisode. Merci Audrey. Je pense qu'on a bien fait le tour de ta vie de propriétaire. Ouais. Ta vie de futur propriétaire et les 2 premières années de ta vie de propriétaire. Je pense que ça ne donne pas à décourager. Je pense que ça donne l'importance de réfléchir son projet. Ouais. Et de savoir réfléchir et de savoir réagir quand il y a un problème. Je pense que c'est plus ça qui est important dans la vie de propriétaire, de savoir réagir. Alors du coup, Fanny, je te remercie encore une fois pour cet épisode et je te laisse nous dire le mot de la fin de cet épisode. Qu'as-tu envie de transmettre en dernier? Alors, il y a une expression que l'on m'a dit il y a pas longtemps et qui est devenue un petit peu ma marotte que j'arrête pas de sortir à tout va, à qui veut l'entendre, mais c'est, je l'ai déjà dit en fait pendant ton sommet, c'est de la clarté naît la confiance. Et en fait, pour moi, devenir propriétaire, c'est vraiment ça. Si c'est clair dans votre tête pourquoi vous voulez devenir propriétaire et ce que vous avez envie de faire, en fait, vous avez déjà plus confiance en vous, même quand, par exemple, comme moi, là, vous venez d'avoir une année catastrophique, parce que finalement, en fait, vous savez où vous allez, quoi. Donc, de la clarté naît la confiance. Parfait mot de la fin. Bisous. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Tu viens d'écouter l'enregistrement que nous avons fait avec Fanny du journal d'Iggy. Je te rappelle que tu peux la retrouver sur Instagram sur le compte iggy.journal, sur son podcast Le Journal d'Iggy, et également sur son site internet iggyjournal.com. Au cours de notre échange, Fanny a soulevé un point que j'ai trouvé très intéressant, qui est le point de la sélection génétique de nos chevaux en termes de santé physique, ce qui me fait une parfaite transition, et ce point-là me parle énormément. Comment, en tant qu'éleveur, on peut aider les chevaux en les sélectionnant avant leur naissance, en sélectionnant leurs parents, afin qu'il y ait le moins de problèmes de santé possible. Et au-delà des problèmes de santé, il y a aussi tout l'aspect des problèmes de comportement. Et c'est un sujet dont je te propose de discuter dans 2 semaines, dans un épisode qui parlera de l'importance de la sélection génétique dans le comportement de nos chevaux. Et dans 3 semaines, tu retrouveras une éleveuse qui a choisi la race qu'elle allait élever en fonction du comportement de cette race et qui dédie son élevage à avoir des chevaux bien dans leur tête depuis la sélection des parents,
en passant par le sevrage, parce que tout se joue bien avant le moment où on commence à monter sur notre cheval. Mais avant cette sélection, je te propose un petit épisode hors série la semaine prochaine sur le fait justement de trouver le cheval de sa vie et d'accepter de laisser partir certains chevaux de notre vie. Je ne t'en dis pas plus, ne me remercie pas pour ce teasing et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bonne journée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!